Bonsoir à tous. Je suis Grégory Chastagnol. Je suis avocat associé d'un cabinet qui s'appelle Factory Avocat et on est effectivement un conseil spécialisé en droit du travail au profit des entreprises. Je vous remercie pour vos allocutions à tous les deux. J'ai appris plein de choses. Je vais essayer de vous réveiller, puisque là, je pense qu'avec toutes ces informations, vous n'en pouvez plus. Non pas que c'était assommant, parce que c'était super intéressant, mais c'était beaucoup d'infos. Je vais essayer de structurer mon intervention autour de deux éléments. Le premier, effectivement, c'est le point de vue de l'entreprise, et donc décryper un petit peu, mais très rapidement, quelles sont les quelques obligations nouvelles qui s'imposent à l'entreprise. Et puis ensuite, j'essaierai aussi peut-être d'apporter un petit point de vue intéressant sur ce que cette réforme peut apporter de positif pour l'entreprise. C'est pas que des obligations, c'est aussi des éléments qui vont être structurants pour les entreprises et leurs salariés. Et puis peut-être les points sur lesquels la réforme est un peu décevante ou un peu en demi-teinte. Je crois qu'il y a certains d'ailleurs professeurs éminents qui appellent déjà à la future réforme. Donc on voit bien que le sujet n'est pas clos. Je commencerai par le document unique d'évaluation des risques, puisqu'effectivement c'est un document qui va désormais devoir être sécurisé dans ses différentes versions sous forme numérique. Il va falloir que chaque version du document unique d'évaluation des risques soit enregistrée de manière numérique et conservée ensuite pendant 40 ans. Bon, ça paraît rien, mais c'est un élément effectivement qui va permettre de mesurer les progrès de l'entreprise d'une année sur l'autre, de s'assurer qu'elle a effectivement, au cours des années passées, fait ce que la loi lui impose aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre à jour son document unique d'évaluation des risques, et puis une perspective évidemment contentieux, aussi, très concrètement, de sanctions pénales. Ça va être la manifestation de la preuve ou pas du fait que l'employeur a répondu à cette obligation. Si on veut le voir de manière positive, c'est aussi permettre à l'entreprise de mesurer elle-même les progrès qu'elle fait d'une année sur l'autre sur ce sujet-là. Une petite réserve. Le document unique d'évaluation des risques, c'est un document qui peut être extrêmement important. C'est la base, effectivement, de ce que l'entreprise va devoir faire ensuite, c'est établir son plan de prévention. J'identifie les risques, et en face de ces risques, je mets des facteurs de prévention. Et je décide cette année ou l'année prochaine ou dans 2 ans, en fonction de mon budget, de changer la typologie de mes gants, de rajouter un carter à une machine qui est dangereuse, de mettre d'une signalétique dans des escaliers ou autour d'une machine qui est dangereuse, etc., etc. Donc c'est un outil qui est tout à fait déterminant. C'est un outil qui, néanmoins, sur le plan de ce que j'appelle le marketing social et même sur le plan de l'efficacité, est un outil qui peut être tout à fait indigeste. Quand vous avez une entreprise qui a 80 sites et que sur ces 80 sites, vous devez mettre en place autant de documents uniques d'évaluation des risques, c'est extrêmement compliqué. Quand vous avez une entreprise qui fait, je prends l'exemple que j'ai eu il y a quelques mois, un musée, enfin c'est pas un musée, c'est un château en France qui fait plusieurs dizaines d'hectares avec des toits, des puits, des endroits où on peut chuter, des fontaines, etc. Et que vous devez mettre en place un document unique d'évaluation des risques pour ces dizaines de milliers d'hectares, c'est un document qui est tout à fait inexploitable. Donc il y a quand même un sujet qui embrasse trop étreint autour du point de savoir comment, autour de ce document unique d'évaluation des risques, on trie ce qui est un risque réel, manifeste, d'accident grave ou de mortel, et ce qui est de l'ordre d'un risque qui ne mérite pas de figurer dans le document unique d'évaluation des risques. J'ai des escaliers, les escaliers c'est dangereux, j'ai un collaborateur qui se tue dans mes escaliers, si j'ai pas mis ça dans mon document unique d'évaluation des risques, on va me dire vous avez manqué à votre obligation. Je crois qu'il y a un sujet autour de la lisibilité et de l'efficacité de ce document unique d'évaluation des risques. Deuxième obligation, et pas des moindres, il va falloir désormais consulter le comité économique et social sur ce document unique d'évaluation des risques et ses mises à jour successives. Ce n'était pas le cas jusqu'alors, ça devient effectivement une obligation très concrète. Ça peut être effectivement quelque chose de positif, au sens où l'employeur n'a pas forcément la science infuse sur ce sujet-là. Se confronter à l'avis des partenaires sociaux qui sont sur le terrain, qui sont au poste de travail, c'est un élément qui peut être effectivement important et intéressant. Donc ça, je n'y reviendrai pas davantage. Deuxième élément, le programme annuel de prévention. Donc effectivement, le support de ce document unique d'évaluation des risques doit conduire les entreprises d'au moins 50 salariés à mettre en place un programme annuel de prévention qui va contenir les mesures que l'entreprise va déployer
de manière pluriannuelle, comme le document l'indique, qui va devoir déployer sur effectivement la manière dont je vais faire baisser mon accidentologie, dont je vais protéger davantage mes collaborateurs. Programme qui paraît effectivement intéressant. Le sujet, là encore, il est d'ordre réglementaire. Les entreprises de moins de 50 ne sont pas visées parce qu'on a considéré que l'obligation était trop lourde pour elles. Et pour autant, c'est assez incroyable parce qu'une entreprise de petite taille, c'est par hypothèse celle qui peut-être est la moins bonne élève sur ces sujets de prévention. Donc là, il y a encore un trou dans la raquette. On comprend effectivement que cette obligation soit très lourde pour une entreprise. Le sujet, c'est pas tant de lui dire vous avez cette obligation. Le sujet, vous en avez tous les deux très largement discouru, c'est intéressant. C'est de se dire quels moyens on met derrière cette obligation. Moi, je suis conseiller d'entreprise, j'aurais préféré qu'on me dise les petites entreprises, vous avez l'obligation de mettre en place ce plan, mais on va vous dédier une ressource étatique, service de santé, que sais-je encore, qui va vous aider à déployer non seulement ce document unique d'évaluation des risques, qui de toute façon est une obligation, mais aussi le programme de prévention. C'est dommage en termes de politique de prévention plus globalement, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un des axes aussi de mon intervention, c'est quelle politique de prévention on a en France aujourd'hui. Il n'y en a pas. J'espère que vous allez contribuer à en déployer, à en créer une. Effectivement, cette réforme institutionnelle va probablement permettre d'aller dans cette direction-là. Obligation également de mise en place d'un passeport de prévention qui va devoir mentionner les différentes attestations, les certificats, les diplômes obtenus par le collaborateur dans le cas des formations que l'employeur va lui allouer au titre de la santé et de la sécurité au travail. Dispositif qui effectivement va entrer en vigueur en octobre 2022, dont on ne voit pas bien véritablement quelle est la portée. Est-ce que c'est pour vérifier que l'employeur a effectivement opéré les formations obligatoires? Est-ce qu'en creux, c'est quelque chose dont l'employeur va pouvoir se justifier pour s'exonérer d'un certain nombre de ses obligations? Probablement pas. C'est un outil de suivi informatif qui, je pense, va dans une certaine mesure rester lettre morte. Je vois pas trop en tant que praticien, mais peut-être vous pourrez donner votre avis, ou Lucie. Concrètement, le dispositif, là encore, c'est un outil intéressant, mais dont je vois pas trop la portée en termes de prévention réelle. Au stade où j'en suis, j'ouvre une petite parenthèse et je la referme ensuite. Vous l'avez dit très justement, la prévention, ça se gagne au pied de la machine. Dans ces différentes réformes, je ne vois pas où on est au pied de la machine. Et on va le voir tout à l'heure, aucun de ces éléments, à part peut-être une mesure, mais qui est en fait une redondance d'une mesure antérieure, le fait qu'il va falloir avoir des actions en milieu de travail du côté de la médecine du travail, à hauteur d'un tiers de l'activité, aucune de ces mesures n'est une mesure effectivement qui aboutit à renforcer finalement la prévention au pied de la machine, sur le terrain. Et donc là, il y a aussi une difficulté, j'y reviendrai. Sur la mutation des services de santé au travail, bon, est largement indiqué, je n'y reviendrai pas. Là où effectivement c'est intéressant, et je reprendrai le sujet dans quelques secondes, c'est comment ces réformes institutionnelles peuvent être demain un outil pour permettre aux entreprises effectivement d'améliorer leur prévention sur le terrain, encore une fois. Et à partir de ce moment-là, on va voir, et vous l'avez très largement dit, je vous dirai un petit peu de mon point de vue j'ai dû perdre mon contact quelque part, comment on peut peut-être envisager du point de vue de l'entreprise, une entreprise de taille intermédiaire qui pourrait avoir voix au chapitre et expliquer à ses futurs services de prévention comment on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut effectivement apporter au titre de ces réformes institutionnelles. Le premier élément, c'est que je pense que l'inspiration de la réforme pour l'entreprise, c'est l'idée qu'il y ait une forme d'égalité de traitement entre deux entreprises sur le territoire. Et donc ces instances de contrôle, le fait qu'il y ait une politique nationale, c'est pour permettre à un employeur dans le Languedoc d'avoir un traitement à peu près identique en Bretagne. Ça, effectivement, c'est une super idée. Le sujet, derrière ça, c'est d'avoir finalement un peu de transparence. Parce que ces services de prévention, aujourd'hui et demain plus encore, au travers de cette logique de prestation de services, d'accompagnement véritablement, ces entreprises, elles vont peut-être mettre en exergue le fait que le compte n'y est pas. Il n'y aura pas forcément, par du simple effet de la loi, une égalité de traitement entre la Bretagne et le Languedoc. Et donc il y a une vraie, en tout cas ce qui nous remonte des entreprises sur le terrain, c'est la transparence. Souvent, on a des employeurs qui nous disent « Moi, je ne comprends pas, je connais un employeur, il est à 200 km d'ici, ça se passe super bien avec son médecin du travail, et chez nous, c'est catastrophique. » Il n'y a pas aujourd'hui de données chiffrées qui remontent sur le taux d'aptitude avec réserve, le taux d'inaptitude, le taux de présence sur le terrain du médecin du travail.
Et donc, ce que vous décriviez, j'ai été très intéressé par votre propos tout à l'heure, c'est quels chiffres on va mettre derrière l'action de ces services de prévention demain. Très compliqué à mesurer, mais je pense que c'est très important pour mesurer les progrès qui vont être réalisés. Les employeurs sur le terrain, pour nombre d'entre eux, ont besoin effectivement d'un peu de transparence. Il n'y a pas aujourd'hui, vous l'avez dit, autonomie et indépendance sont deux éléments totalement différents. Le médecin du travail, il est indépendant. Et en même temps, on postule aujourd'hui qu'il n'a pas à être autonome, il s'intègre dans un service. Très compliqué, on est un peu sur la quadrature du cercle. Qu'est-ce qu'on met dans les instances de contrôle demain, au niveau national, dans le programme ou la politique qu'on va insuffler au service de prévention? Quel type de contrôle on introduit? Quel type de compte-rendu on impose? Comment on mesure l'activité d'un service de prévention, d'un médecin du travail, d'une infirmière? Et je pose la question sur des sujets qui sont peut-être des épiphénomènes, mais qui en réalité, je crois, ne le sont pas du tout. Sujets qui sont, encore une fois, la présence du médecin du travail sur le terrain, pour accompagner vraiment l'entreprise. Et sur le deuxième sujet, qui est un point noir, qui est le sujet de l'inaptitude et de l'aptitude. Aujourd'hui, un médecin du travail a la capacité de délivrer un avis d'aptitude avec réserve, et par conséquent d'imposer à l'employeur de garder un collaborateur sur son poste de travail, alors même qu'on vide de sa substance son poste de travail. Je vous donne un exemple très concret, c'est le quotidien qu'on peut voir dans nos cabinets. Vous êtes sur un entrepôt logistique, un des métiers de ces agents logistiques, c'est de porter des poids, et puis vous avez un agent qui, pour des raisons X et Y, va voir son médecin du travail, qui lui délivre un avis d'aptitude avec réserve, avec la réserve, pas de port de poids, plus de 500 grammes. Bon, ça n'est plus un agent logistique. Et pour autant, sur le plan juridique, c'est un collaborateur que je dois garder aux effectifs sur un poste d'agent logistique qui n'a plus aucune substance. Et bien ça, c'est du quotidien pour les entreprises. Et ces sujets-là, aujourd'hui, ne sont toujours pas traités par la réforme, parce qu'on a une médecine du travail qui est indépendante et qu'on n'a aucun moyen de contrôle, si ce n'est d'aller contester devant le Conseil de prud'homme, qui va rendre une décision 1 an plus tard, sur la base d'une expertise santé-sécurité délivrée par un autre médecin du travail, qui va confirmer ce que son collègue a dit, et donc on n'a aucun moyen de recours réel. Et ça, c'est totalement absent de la réforme, alors qu'il y a des moyens. On pourrait, par exemple, peut-être dans les décrets, je ne sais pas, mais définir ce que c'est que le pouvoir d'aménagement, de transformation de l'emploi qui est donné au médecin du travail et dire il y a des limites, il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne sont pas possibles. Il y a autour de ce sujet-là donc peut-être une instance de médiation, l'organisation de médiation ou d'une instance de recours qui pourrait être sans pouvoir juridique réel, mais qui pourrait être créée autour des services de prévention demain pour qu'il y ait un dialogue intéressant entre cette instance locale ou nationale et les médecins du travail qui seraient identifiés comme étant pas totalement dans l'épure de ce que le Code du travail prévoit. Cette notion de prestation de service, elle est extrêmement intéressante, d'accompagnement réel des entreprises par les services de prévention est extrêmement intéressante. Ce qu'un certain nombre de patrons nous disent, c'est, et pour l'avoir connu eux-mêmes pour leurs entreprises, c'est que ça va être une révolution et un sujet de conduite du changement du côté de ces médecins du travail. Comment on va faire que des gens qui, pour l'essentiel de leur temps, sont sur des activités administratives ou de management ou de visite, vont demain être des gens qu'on va ramener sur le terrain de l'entreprise, de l'usine, du chantier, pour leur faire appréhender la réalité de l'entreprise. Très compliqué d'aboutir à cette mutation des états d'esprit-là. Donc il y a encore, là aussi, un bout de réforme qui manque, parce que derrière effectivement cet objectif, notamment de 30% d'action au milieu de travail, ce chiffre-là, il était déjà dans les textes précédemment. Donc aujourd'hui, on dit 30% en incluant des auxiliaires, des infirmiers, mais le chiffre et l'obligation, elle existait déjà. Qu'est-ce que ça va changer concrètement en termes de présence terrain ? On sait qu'on n'y est pas ou qu'on n'y est pas tout à fait. Comment on y sera davantage demain ? C'est un sujet que la réforme n'aborde pas vraiment et qui est tout à fait central pour les entreprises. Je vois Sophie là, qui bouillonne, donc je lui redonnerai la parole tout à l'heure. Il y a aussi un sujet, mais qui appartient aux actions que probablement vous allez contribuer à mettre en place demain. Et là, j'en venais tout à l'heure, la politique AT-MP. Aujourd'hui, grosso modo, la moitié des entreprises sont couvertes par des services de santé au travail, certaines ont des services internes, bon, grosses entreprises. Au sein des entreprises qui sont couvertes par les services de prévention, il y a des petites, des grosses, des moyennes. Comment, effectivement, on va cibler les entreprises qui ont le plus accidentologie, qui ont le moins bon élève en termes de prévention ? Aujourd'hui, il n'y a pas de politique de ce point de vue-là. Alors, il peut y avoir des actions, je dirais, locales, parce que les services de prévention sont déjà extrêmement pointus sur ces sujets-là, mais peut-être qu'effectivement, du côté de l'entreprise, il y aura une demande de pilotage de ces sujets-là. La même chose sur les secteurs d'activité.
On voit aujourd'hui beaucoup de suractivité de certains médecins du travail sur des secteurs de services, alors que le secteur du service n'est quand même pas, sur le plan de l'accidentologie de la maladie professionnelle, le plus impacté. Il y a un sujet derrière ça, qui est le sujet du risque psychosocial. 2010, je crois, vous aviez grosso modo 500 maladies professionnelles liées aux risques psychosociaux qui avaient été reconnues en France. 2018, on est à 9000. Ça veut dire x20. C'est lié évidemment à un certain nombre de réformes qui ont mis en avant ce sujet de risque psychosocial, mais ça veut dire qu'on a quand même une courbe exponentielle. Et moi, je veux bien que la question des conditions de travail se soit énormément dégradée dans les entreprises de services. Je veux bien qu'il y ait effectivement des risques psychosociaux qui n'étaient pas identifiés avant qu'ils soient aujourd'hui, mais il y a quand même aussi une suractivité, et nous on le voit chez nos clients, de collaborateurs qui parfois vont chercher cette protection de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle liée à des risques psychosociaux pour des sujets tout simplement de dissension professionnelle, mais pas pour des véritables sujets de champ de santé, alors qu'on a une courbe totalement exponentielle de développement, à mon sens un peu artificielle, pour une partie en tout cas, de ces sujets-là. Et donc ça, c'est aussi une problématique d'allocation des ressources. Vous avez des ressources limitées, comment on va mettre ces ressources là où il y a vraiment des sujets, là où il y a des accidents graves, là où il y a des morts, et non pas là où on a des sujets d'inimitié ou de conflits au travail qui, à mon avis, ne ressortent pas de la santé au travail. Et là aussi, il y a un sujet de politique et de pilotage de l'action des services de santé au travail. Et puis, il y a aussi un élément de réforme qui est, à mon avis, manquant. Aujourd'hui, on sait qu'on a une cotisation accident du travail et maladie professionnelle qui va dépendre de la taille de l'entreprise. Et on sait que pour les petites entreprises, on a un taux qui va être un taux collectif. Donc moi, petite entreprise, que j'agisse ou pas en termes d'accidentologie, j'ai pas d'effet sur mon taux. Je vais avoir un effet sur, évidemment, ma productivité, puisque si j'ai moins d'accidents, moins d'absentéisme, l'entreprise va fonctionner mieux. Mais en tout cas, je n'ai pas d'effet en termes de cotisation sur mon taux. Je suis une grande entreprise, j'ai des moyens, je sais que ça me coûte 4 millions par an d'avoir des accidents du travail de maladie professionnelle, je sais que si j'alloue 500 000 euros de ressources, je vais diminuer de moitié mon accidentologie. Et j'ai des moyens, effectivement, mon taux, pour le coup, il est individuel. On a un vrai problème aussi de ce point de vue-là, puisque la réforme n'aborde pas ce sujet de philosophie, finalement, de la prévention. Vous l'avez dit tous les deux, pour faire de la prévention, il faut de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des cotisations, et comment on pilote ces cotisations, et quel est l'effet de l'orientation de ces cotisations? Comment on fait que, aujourd'hui, effectivement, énormément de petites entreprises qui ne sont pas du tout intéressées par la réduction de ce taux de cotisation, alors que peut-être il y a un input à opérer de ce côté-là. Là encore, c'est un élément qui est totalement malheureusement absent de la réforme. Et donc, il faut probablement un peu suranalyser les données. Et je pense que c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça va probablement faire partie de ce que vous allez essayer de faire, peut-être. Utiliser les rapports annuels de la sécurité sociale, et puis ce que vous pouvez faire remonter comme données pour aller piloter un peu plus finement les choses. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces différents sujets. Est-ce que j'ai oublié un sujet, Sophie? À peu près. Je vous remercie en tout cas. J'ai essayé de faire bref. Merci beaucoup à tous les deux. Alors je vais simplement reprendre rapidement la parole, peut-être pour compléter certains éléments, certaines interrogations. Ensuite, certainement repasser la parole à Martial Brun. J'ai vu que vous aviez envie peut-être de compléter également les propos, et ensuite on ouvrira le débat ensemble. Premier point sur le passeport de prévention, puisque relatif à la prévention, puisque vous avez posé la question, je vais y répondre puisque je pense que la question allait être également posée. Donc pour replacer un petit peu le contexte, effectivement la loi elle crée justement ce passeport prévention qui va recenser en fait toutes les attestations, toutes les certifications, tous les diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité. Et en fait, l'objectif de ce passeport de prévention, c'est justement de décloisonner la vision sur les formations qui ont été mises en place dans le cadre de la santé et la sécurité. Parce qu'effectivement, le salarié, il ne va pas avoir une carrière linéaire, il va passer d'entreprise en entreprise. Et l'objectif, c'est aussi de rationaliser justement les formations. Donc, par exemple, si on a un salarié qui a une formation
X ou Y, ou qui concerne tel type de machine, 1 an avant de changer de poste, et que cette formation, elle a une durée de vie de 2 ans ou 3 ans, l'objectif, c'est d'avoir la visibilité sur, justement, l'acquisition de cette compétence. On parle à nouveau de la même manière que dans la réforme de la formation professionnelle, d'avoir une vision sur cette compétence, et également d'éviter, donc d'avoir un recyclage peut-être au moment où il va intégrer le poste, et prévoir le recyclage au moment où c'est opportun. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans la gestion finalement des fonds publics concernant la formation professionnelle. Et ça, c'est l'objectif aussi de ce passeport de prévention. Déjà, gérer les fonds publics mieux sur la formation professionnelle en santé, en sécurité. Et ensuite, avoir justement la traçabilité au moment du contentieux éventuellement. Parce que quand on est sur un contentieux sur la faute inexcusable, par exemple, après un accident du travail, l'intérêt, ça sera de voir, mais il en était où au niveau de la formation? Parfois, on n'a pas toujours les informations. Et là, on aura l'information. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on aura une obligation de traçabilité aussi informatique sur ce passeport de prévention, avec la nécessité à chaque fois d'indiquer justement qui a réalisé la formation, à quel moment le travailleur a réalisé la formation, qui a été l'initiative de la formation. Enfin, ça va être extrêmement intéressant. Donc, à mon sens, ce sera un outil intéressant et précieux s'il est véritablement déployé, si on l'utilise correctement. Et l'objectif, c'est ça, gérer les fonds publics et à la fois l'utiliser au niveau du contentieux pour avoir une visibilité, une traçabilité et une preuve facilitée. Ça sera un petit peu les éléments concernant le passeport prévention. En tout cas, c'est comme ça que ça a été pensé. Vous posiez une question aussi sur justement la question du tiers du temps du médecin du travail, donc avec justement la mission qui est réalisée sur le terrain. On le sait, c'est déjà le cas, c'est déjà dans les textes, mais là on lui donne une portée législative, et ça je pense que c'est assez important aussi concernant justement la mission de prévention et tout le sens qu'on veut donner justement à la prévention et le lien avec l'entreprise. Moi, c'est quand même un message important, c'est de se dire bon, mais si les services ils peuvent pas justement faire les choses tout seuls, ils sont pas les seuls justement à déployer la prévention, il faut que ça se fasse avec les entreprises, et l'objectif justement c'est d'arriver justement à mettre en place cette culture de la prévention avec l'entreprise. Je pense que c'est quand même un petit peu le message de cette mesure. Évidemment, les services ils sont positionnés sur la prévention, mais depuis le début, ça on le sait. Mais en vous écoutant tous les deux, et c'est ça qui était intéressant de faire intervenir justement donc Martial Brun et un avocat, c'est de dire qu'il y a une question de perception aussi, et de perception de ce que font les services. Et on voit bien que au niveau de l'entreprise et au niveau des conseils d'entreprise, on n'a pas forcément toujours aussi la vision de ce que font les services. Et là, ça dépend vraiment finalement de la communication des services autour de ce qu'ils font. Et ça, je pense que c'est peut-être un enjeu aussi dans les outils qui vont être déployés dans le cadre justement de la mise en œuvre de cette réforme. Et ensuite, dernier point aussi, c'était sur le DUERP et le positionnement du DUERP. À mon sens, c'est essentiel toujours d'avoir cet outil-là, parce que ça reste un outil, et c'est la manière justement dont on l'utilise et dont on le conçoit. Et le fait justement d'avoir une consultation, alors ça c'est un élément que moi j'ai évoqué dans le texte initialement, dans la proposition de loi, il n'y avait pas le fait que justement le CSE soit consulté en amont sur l'élaboration du DUERP. On sait que c'est une mission du CSE, mais je trouvais que c'était pas assez clair. On savait pas si c'était une information, une consultation, etc. Et justement, c'était sujet à contentieux. On l'a vu lors de modifications de DUERP dans la crise sanitaire pour intégrer également les éléments du protocole, Amazon, etc. Donc tous les sujets qu'on a eu là-dessus. On savait pas trop comment justement positionner l'obligation de consultation. Je trouve que c'est utile de savoir que maintenant c'est une obligation de consultation préalable. À mon sens, ça permet de régler une problématique au niveau du contentieux sur le positionnement du moment où on va avoir la consultation du CSE. Donc ça, c'était l'élément sur le DUERP. Et ensuite, sur comment élaborer le DUERP, vraiment sur l'évaluation des risques, je pense que c'est intéressant aussi de voir que vraiment, dans l'offre socle, on a cette nécessité de faire participer les SPSTI, alors c'était déjà le cas, mais là c'est davantage mis en avant sur
l'élaboration du DUERP. Alors peut-être en termes d'organisation, j'imagine en discutant au fur et à mesure justement avec les services, peut-être par branche d'activité, en faisant des réunions sur comment avec ses adhérents, sur comment déployer le DUERP sur tel ou tel sujet, mais c'est essentiel puisque c'est un outil nécessaire et on le voit bien à chaque fois. Concernant le contentieux de la faute inexcusable, qu'est-ce qu'on va regarder directement en premier lieu? C'est le DUERP. Et donc, on ne pouvait pas faire sans, quoi qu'il en soit, pour avoir... Oui, non, mais voilà, on ne pouvait pas faire sans, mais je pense qu'au niveau des textes, on a quand même eu là une évolution sur le lien avec les acteurs, sur la conception de ce DUERP. Et ça, je pense que c'est un élément assez intéressant. En tout cas, moi, j'avais justement, je m'étais positionnée sur le maintien du document unique d'évaluation des risques professionnels comme outil d'évaluation, parce qu'on peut pas déployer une politique de prévention des risques professionnels si on n'a pas justement, à mon sens, cet élément qui est un élément essentiel dans le cadre de la méthodologie sur la prévention des risques. Voilà un petit peu pour des premières explications sur ce sujet. Alors, merci aussi pour votre intervention. Je prends ça comme des questions et puis ça fait écho à ce qu'on entend traditionnellement dans l'insatisfaction du système. Et vous doutez que le futur système puisse améliorer ça. J'ai lu un excellent article dans la revue Droit Social d'un professeur émérite et maître de conférence qui disait « Tout dépendra de comment les acteurs s'en saisiront ». C'est ça, Sophie? Et ça, c'est très vrai, et c'est très vrai, j'allais dire, partout. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez écrit un texte que les choses se passent. Simplement, quand le texte est plutôt bien écrit, il y a plus de chances que les gens s'en saisissent comme il faut. Alors, ce que vous dites, je vais vous donner quelques chiffres. Il faut savoir que la réforme s'est engagée. Le service de santé au travail doit rendre tous les ans un rapport d'activité à l'administration, à la directe. Ce qu'ils font. Tous les ans. Depuis 3 ans, et ça a nourri le bilan des conditions de travail de la Direction générale du travail. C'est-à-dire qu'on a connu 60 pages dédiées à l'activité des services de santé au travail. Mais, de mémoire, 2016, 2017, 2018, 0 chiffre dans le bilan des conditions de travail. C'est-à-dire qu'on a engagé une réforme sans aucun indicateur d'activité des services de santé au travail. 17 000 personnes, 15 millions de salariés, 0 chiffre. En 2019, on a retrouvé des chiffres. Pas ceux de la Direction générale du travail, ceux de présence. C'est-à-dire que nous, on demande aussi tous les ans à nos adhérents de produire leur chiffre d'activité. Je ne le fais pas à vous, parce que vous n'avez aucune chance de savoir, mais je l'ai fait à l'administration. Savez-vous combien il y a eu d'aménagements de postes, c'est-à-dire écrit par le médecin du travail? Vous savez, enfin, dans le jargon, c'est l'annexe 4, c'est-à-dire quand le médecin du travail se met à écrire au chef d'entreprise des demandes d'aménagement de poste. Donc ça, c'est un acte réel, un élément de preuve pour dire on a eu une action de conseil parce qu'on a détecté un risque de désinsertion professionnelle et le médecin s'est mouillé dans une préconisation. Est-ce que vous savez le dire? Aucun de mes interlocuteurs ne savait répondre. 338 000. C'est sous-estimé, complètement sous-estimé, parce que c'est vraiment le cas où je commence à écrire, c'est formel, on l'a enregistré dans le système informatique, et on est déjà au moins à 338 000. Quand vous citez les défauts de rédaction des avis d'inaptitude, je les ai vus. J'ai vu des choses très surprenantes. Est-ce que le système est bien fait, etc. On pourra en discuter. Pourquoi un médecin sait très bien ce qu'il écrit quand il fait ça, et pourquoi il n'écrit pas quelque chose de plus opérationnel, de plus dans le dialogue. Je veux dire que la majorité des avis d'inaptitude sont très bien rédigés. Des mails, des dizaines de milliers de problèmes chaque année. Cette année, il y avait 94 000 encore avis d'inaptitude définitifs rendus. Je me permets de dire aussi que c'est une fonction sociale qu'on sous-estime. C'est vraiment le rôle ingrat du médecin du travail, parce que c'est l'échec, on dit, de la prévention. On acte que l'activité ne peut plus continuer. Mais ça permet d'ouvrir des droits, de gérer des situations. D'autres pays ont des pré-retraites, des eaux-systèmes. Cette fonction est très ingrate au milieu du dialogue social, de l'humain, je me permets de le dire. 94 000, et je me permets de dire avec affirmation que les 99% sont très bien rédigés, très bien concertés, très bien faits, et heureusement que c'est là.
Donc on a un pourcentage qui est non négligeable, qui conduit à des contentieux, c'est tellement mal rédigé, c'est tellement mal fait. Ok, regardons ça, améliorons ça. Mais ne cachons pas quand même. Et ça a été une de nos critiques qu'on avait fait au rapport Lecoq, des verbatims, des critiques. Nous opposons des chiffres. 500, vous savez, le tiers-temps, je trouve que c'est bien qu'il soit sanctuarisé, il était dans le décret, il est dans la loi, mais ça ne veut rien dire, un tiers-temps. C'est qu'est-ce qu'on y fait? Quels sont les objectifs? Quelle est l'efficacité de ce tiers? D'où l'offre et les indicateurs. Il y a eu 580 000 actions de milieu de travail répertoriées l'année dernière. Quelle est l'activité, quelle est l'institution qui a été autant présente? C'est-à-dire que c'est invisible, tout ça est invisible. Quand on gère, je vous dis au quotidien, il y a eu quand même 7 millions de visites médicales ou d'entretiens infirmiers de fait. Personne ne peut dire qu'il ne s'est rien passé dans le suivi individuel. Je vais vous donner une anecdote. J'ai commencé ma carrière en Saône-et-Loire. Je suppose que l'Hérault connaît la Saône-et-Loire, terre de lumière, touristique, magnifique. Et j'ai rencontré les entreprises. Le premier quart d'heure, j'en prenais plein la figure. Ça ne servait à rien, coûtait trop cher, etc. Et puis on parlait. Et puis, ah oui, mais il y a eu ce salarié, il avait tel problème. Et ben, puis ça, on a résolu. Ah oui, puis c'est vrai, le médecin du travail pour l'éclairage est venu, etc. C'est-à-dire que le système, tel qu'il a été conçu, n'avait aucune évaluation, aucune visibilité. Et donc, bien sûr, il y a des défauts, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que va offrir ce système, c'est un système d'évaluation. Quand on est sur l'effectivité du service rendu, on ne peut pas être dans le plus dur de la vérification de ce qui est réel. Et moi, je pense que c'est une source aussi de valorisation de tous les professionnels de santé au travail qui y travaillent et qui démêlent, je vous dis, X problèmes par jour dans un terrain dit souple, hein, mou, difficile, mais ils le font. Donc, 338 000, 94 000 inaptitudes, 580 000 actions en milieu de travail, rien que ces 3 chiffres vous indiquent le potentiel. Il y a 100 000 chiffres d'entreprise qui ont été actualisés, ça c'est pour renvoyer sur le DU. Le DU, c'est Pietraszewski, Laurent Pietraszewski le premier qui dit moi ma mère elle était artisan, document unique d'évaluation, c'était loin. Donc si on ne leur met pas le pied à l'étrier, ils ne le font pas. La fiche d'entreprise, c'est l'action du service de santé au travail pour mettre le pied à l'étrier de l'évaluation des risques. Comptons-les. Là aussi, je ne suis même pas sur le qualitatif encore. Mais quand on commence à les compter, forcément, il se passe quelque chose. Et puis l'important, ce n'est pas le DU, c'est le plan d'action qui va avec le DU. Là, il y a eu un débat législatif âpre pour imposer ou non, au moins de 50, la formalisation de ce plan d'action. Parce que, intimement, tout le monde est convaincu que c'est que le plan d'action qui compte. C'est d'agir. Le problème de votre château, c'est que si c'est inaccessible pour l'entreprise, ça ne se fait pas. Donc on demande du formalisme. L'État et Charlotte Lecoq et le gouvernement disaient « Soyons pragmatiques, mettons le prix à prier, la politique des petits pas ». Le problème, c'est qu'il y a du juridique à un moment donné. Et puis j'attaque si j'estime que ma santé n'a pas été suffisamment protégée. Donc il y a cette dualité d'approche en se disant « Soyons réalistes, on ne peut pas tout prévenir, on ne peut pas tout sécuriser, etc. Mettons le pied à l'étrier, donnons à l'entreprise les petits pas qui lui permettent de progresser. Mais en même temps, le droit, il est rigide. Et si j'ai un défaut, et on a été enfermé dans la visite médicale comme cela. C'est-à-dire, tout le monde disait, il faut faire plus de prévention, il faut agir en amont des problèmes. Ah oui, mais dès qu'il n'y avait pas de visite, tous les avocats de droit social le savaient, il fallait attaquer au prud'homme pour coller l'employeur. Et donc, qu'est-ce que faisaient les organisations patronales? Disaient, il faut la visite médicale. Et tout le monde était assis là-dessus. Il y a un débat, je me permets de le dire parce qu'il est actuel. Pendant la période Covid, les services ont eu par multiples ordonnances des injonctions, notamment de donner la priorité à la lutte contre la crise sanitaire, de vacciner, de faire des tests, etc. Et on leur a autorisé à ne pas faire les visites les moins urgentes, les moins obligatoires, enfin les moins urgentes, ce qu'on appelle les visites d'information de prévention. En 1 an, il y en a 1 million qui n'ont pas été faites. Mais au Conseil d'État, ils ont dit, mais elles devront être rattrapées sous 1 an. Donc qu'est-ce que je dis aujourd'hui? On a eu cette conversation hier à la Direction Générale du Travail. Il dit, vous savez, le Conseil d'État il est très ferme là-dessus, parce que perte de chance, etc. Alors je lui dis, c'est la culture de prévention primaire, on devrait peut-être commencer par le Conseil d'État. Parce que si on commence la réforme à rattraper 1 million de visites qui n'étaient pas les plus urgentes, pour ne pas mettre en place la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est exactement ça qui va se passer.
Alors je me fais pas d'illusions, les services ne le feront pas, parce que le pragmatisme l'emporte. Mais il va y avoir une insécurité juridique qui va exister, et des faux de chance, etc. Donc là aussi, il y a une maturité qui est quand même en train de gagner, parce que voilà, à bousculer aussi les pouvoirs publics sur dire, est-ce que vous êtes cohérent sur les intentions? Parce que si la priorité, ça reste la visite d'information et de prévention, au-delà de toute autre chose, après la Covid, on ne prend pas, nous, le sens de l'action. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Il y a des chiffres, ils existent, il y a une action qui est réelle. Oui, il y a de la disparité. Oui, alors le manque de transparence, quand vous n'avez pas de thermomètre, quand vous n'avez pas de... c'est normal qu'il n'y a pas de lisibilité de l'action. Et là, je redis que la certification, les indicateurs, sont en train d'installer l'outil qui va permettre de savoir, de s'améliorer. Mais aussi le pragmatisme. Là aussi, c'est un propos qui est difficile, même les auteurs n'ont peut-être pas vu ce qu'ils ont fait. Effectivité du service rendu. Si pas effectivité, pas de certification. Si pas de certification, pas d'agrément. Si vous fixez des objectifs inatteignables, aux entreprises comme aux services de santé au travail, pas de certification, pas d'agrément, situation de non-droit. J'ai dit, l'effectivité du service rendu est une formidable exigence faite aux services, aux professionnels de santé au travail, mais c'est avant tout une formidable exigence de pragmatisme de l'État et des partenaires sociaux pour fixer des objectifs atteignables. Voilà. On va peut-être sortir par cette loi sur la surenchère des bonnes intentions, des ouvrages d'ombrelle pour protéger tout le monde. On a bien pensé à tout, on a bien ciblé tout, et puis sur le terrain, ça ne se fait pas. Et c'est l'insécurité du juridique. Et donc ça décourage les acteurs sur le terrain, puisque quoi qu'ils fassent, ils vont au poteau. Donc là, avec la certification et les exigences qui vont naître de cela, ça oblige à poser, sinon il n'y aura pas d'agrément. Voilà, on en reparlera sûrement. Mais moi, je vous répondrai ensuite, croyez pas que je m'arrête là. Et ensuite, on ouvrira les débats. J'avais simplement oublié un point, c'est sur la cotisation. Vous avez soulevé un point qui est extrêmement intéressant et je pense qu'on va ouvrir les débats là-dessus. L'autonomie des services, elle a été conservée, évidemment. La structure associative, vous l'avez compris, elle a été conservée. Initialement, dans les différents rapports, on évoquait justement une variabilité, un impact des éléments de prévention sur la cotisation AT-MP. Plus franchement, en fait, le sujet, c'est que, vous l'avez bien compris, la cotisation, elle n'est pas collectée par les mêmes opérateurs. Donc là, la cotisation concernant justement les services, les SPSTI et les SSTI actuellement, elle est collectée directement par justement le service. La cotisation AT-MP, elle est collectée par les URSSAF. Initialement, dans le système qui avait été prévu, tout était collecté par les URSSAF. Bon. Justement, la nouvelle organisation et le socle, etc., et l'offre a permis de sauver l'autonomie, cette fois-ci, des services. Et justement, cet élément-là qui a été évoqué dans les rapports et qui est extrêmement utile, évidemment, pour les entreprises. On voit directement, si on arrive à faire varier justement le taux de cotisation AT-MP, les étudiants du DPRT ont eu une intervention cet après-midi sur la tarification, justement, des AT-MP avec une grande spécialiste. Et effectivement, on arrive à voir directement, je dirais, monétairement, financièrement, l'impact. Et c'est ça qui est intéressant, puisque là, on arrive à évaluer, on pourrait arriver davantage à évaluer l'impact de la prévention. Le fait, justement, qu'on ait deux organismes, finalement, qui vont collecter alors le SPSTI et ensuite les URSSAF, la cotisation AT-MP, n'a pas permis justement d'aller jusqu'au bout de la logique sur la cotisation. Mais ça, c'est un élément évidemment pour moi qui est central. Je l'avais évoqué lors de justement de mes commentaires sur la proposition. Le fait d'arriver à faire le lien justement sur la cotisation et de faire évoluer la cotisation AT-MP en fonction de la prévention qui est mise en place et le respect finalement de ses obligations, ça c'est un enjeu important. Il y a même certains services qui ont dit que peut-être on pourrait imaginer de faire varier le taux de cotisation justement au SPSTI en fonction de ce qui est mis en place en matière de prévention justement dans les entreprises. Ça c'est une idée, elle le verra de Véronique, donc qui indiquait, mais on pourrait tout à fait
s'intégrer justement dans cette démarche-là de faire varier justement le taux de cotisation donc au sein du SPSTI en fonction des mesures de prévention qui sont mises en place et du respect des obligations. Ce serait peut-être une idée effectivement éventuellement à apporter. Bon, j'ai juste apporté cet éclairage supplémentaire. Je vous laisse peut-être donner certains éléments et ensuite je vous laisserai ouvrir les débats. Voilà. Non, je reviendrai pas sur les éléments qui ont été, aux éléments de précision qui sont évidemment très justes. Et les services de santé au travail ne sont finalement d'une certaine mesure que la victime des réformes insuffisantes successives. Vous disiez combien d'aménagements de postes 338 000. Mais on sait aussi qu'un aménagement de poste, très souvent malheureusement, peut-être que vous avez des chiffres contradictoires, mais se font pas nécessairement avec une visite sur place, une étude réellement du poste, et on a souvent un travail qui est un travail sur pièce, administratif, non pas parce que les médecins du travail ne le souhaitent pas, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement, parce qu'il y a une charge de travail qui est extrêmement importante. Je peux vous assurer, pour être sur le terrain, que c'est très rarement le cas. Mais j'ai pas de chiffres, hein. Mais en tout cas, ce que je vois des retours qui me sont faits par les employeurs qui nous consultent, c'est qu'on a un certain nombre d'aménagements de postes qui sont proposés, un certain nombre d'avis d'aptitude ou d'inaptitude qui sont proposés, sans que jamais le médecin du travail n'ait mis les pieds dans l'entreprise. Mais non pas parce qu'il ne le souhaite pas, parce que la charge de travail qui est la vôtre est tout à fait stupéfiante. Et donc ça revient sur ce sujet de réforme qui est important. Dans quelle mesure on rebascule effectivement une activité qui est une activité de visite, une activité d'aménagement, vers une activité de prévention amont. Un certain nombre d'auteurs et d'observateurs de la matière qui disent on n'a jamais prévenu les risques santé et sécurité au travail en visitant les collaborateurs médicalement. C'est par des actions de terrain. On sait aujourd'hui que les troubles musculo-squelettiques, c'est un des enjeux phares. Troubles musculo-squelettiques, ça suppose qu'un médecin du travail soit sur le terrain et dise quelles sont les bonnes postures, les mauvaises postures, fasse des préconisations avec un ergonome. Vos services n'ont très peu les moyens de faire ça aujourd'hui. Il faut derrière ça qu'il y ait des moyens financiers pour l'entreprise pour déployer ces propositions d'aménagement. Donc la réforme, j'espère qu'elle va aller vers ça, vers une action qui est beaucoup plus une action de terrain, de partenariat, que Sophie décrivait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens qui sont donnés à vos services et les réformes successives très orientées, vous l'avez dit, sur la visite médicale, n'ont pas permis à ces services d'aller là-dessus. Ce qui est beaucoup analysé par les praticiens de la matière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les médecins du travail, on a les services de santé au travail qui sont beaucoup axés sur l'individuel et pas tellement sur le collectif. Et j'espère, moi, que la réforme va aller vers ça. C'est-à-dire d'aller effectivement auditer collectivement les conditions de travail et les organisations de travail, plutôt que de s'intéresser à monsieur X qui a un coude qui est en vrac. C'est une situation qu'il faut prendre en compte, qui est importante, mais comment collectivement on travaille sur les organisations de travail pour que ce soit pas simplement la situation de monsieur X qui soit traitée, mais la situation globale des collaborateurs qui sont autour de lui et qui probablement subissent les mêmes difficultés. Donc moi, cette réforme, je la trouve positive en ce sens qu'elle va permettre, à condition, et vous l'avez dit, que les acteurs s'en saisissent, de mettre en place des outils de mesure et ensuite de repiloter un peu les ressources. Et je vous redonne la parole, et après c'est vous qui lancez les débats. Mais juste, ça me permet de préciser une chose. Je cite toujours le même service, mais il y en a d'autres. On a un service dans la Manche, 95% des entreprises ont une fiche d'entreprise de moins de 5 ans par rapport aux moyens. C'est pour parler du moyen. Ça veut dire quoi avoir une fiche d'entreprise ? Là, j'atteste, il y a quelqu'un du service de santé au travail qui a mis les pieds dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils se sont organisés pour aller voir sur une période de 5 ans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Ça, c'est pour vous dire que c'est possible. Alors peut-être qu'ils ne font pas autre chose, etc. Je suis prudent, mais je veux dire, c'est à la portée du système. Messieurs, j'ai dit sur une période de 5 ans déjà. Ça vous dit aussi qu'il faut parler de la périodicité. J'écarte le sujet à TMP, c'est-à-dire vous dire effectivement il y a 1 milliard qui traîne d'excédent de la branche et beaucoup disent plutôt que de le faire partir dans le régime général, gardez-le pour financer les entreprises qui auraient à aménager des postes, à mettre des aspirateurs, etc. C'est énorme. Donc là il y a un vrai enjeu. Mais voilà. Mais déjà nous, nos moyens d'intervention permettent cette action en milieu de travail, mais c'est un choix qui doit être délibéré, qui doit être porté politiquement, les indicateurs doivent aller avec, etc. Donc ça, c'est très important. Et puis, sur l'inaptitude, et puis le dialogue, et puis les entreprises qui ne comprennent pas, on ne l'a pas cité, mais il y a une innovation dans la loi, c'est le rendez-vous de liaison. C'est quoi le rendez-vous de liaison ?
pendant l'arrêt de travail, l'employeur, il ne peut pas contacter ou il est gêné de contacter son salarié qui est en arrêt de travail. Et ça ne permet pas de préparer le retour à l'emploi, par exemple. Le législateur a permis que dans cette période d'arrêt de travail, il puisse avoir un entretien entre l'employeur, le salarié. L'esprit de ça, on l'avait déjà dans la réforme de 2016 où on disait il faut qu'il y ait un dialogue avant une inaptitude, il faut qu'il y ait concertation de l'employeur, etc. Pour éviter d'avoir le papier qui débarque sans aucune connaissance du poste de travail, de la situation, et ça énerve beaucoup. Parce que le dialogue, c'est ça qui fait, je le disais tout à l'heure, pour permettre de trouver les solutions. Alors, on débattait encore tout à l'heure, c'est ce qui vaut, parce qu'il y a la visite de pré-reprise aussi. Mais la visite de pré-reprise, c'est entre le médecin du travail et le salarié. Moi, je pense qu'il faut une visite de pré-reprise avant l'entretien, le rendez-vous de liaison. C'est-à-dire pour déminer les sujets de secret médical, pour préparer le salarié à cet entretien, sans avoir une gêne excessive. Mais après, si ce dialogue peut avoir lieu avec l'employeur, en amont des problèmes, c'est aussi un facteur de progrès. Mais vous savez, on me demande si je suis optimiste ou pessimiste souvent. Puis ils savent que j'ai des raisons d'être pessimiste. Et je dis, mais je suis ni l'un ni l'autre, je suis volontariste. Vous voyez, donc on va prendre cette réforme de manière volontariste pour se donner les meilleures chances de réussir. Et d'où ça dépendra de comment on s'en saisit. Je lance donc... Alors, qui a une question, qui souhaiterait réagir à la suite de ces différentes interventions ?
Vous savez, vous ne convaincrez pas moi parce que je suis convaincu. Parce que c'est vrai, et parce que aujourd'hui la réglementation fait que c'est pas le rôle majoritaire qui vous est donné. Vous voyez, c'est le sujet, c'est pas du tout de mettre en cause l'instance, évidemment. C'est un tir. Eh oui, à minima. Bien sûr. Tout le monde est convaincu que ça. Oui, il faut répéter. Oui, c'est vrai que normalement il faut répéter la question, parce que j'attendais la question et en fait c'était un témoignage. Mais donc en fait j'aurais dû vous faire venir ici pour que, mais venez prendre le micro parce qu'en fait en vision on ne vous entend pas. Venez juste là poser votre question, parler de votre témoignage et ensuite parce qu'en fait en visio ils ne vous entendent pas du tout. Personne ne vous entend. Mais c'est intéressant ce que vous évoquez. C'est très intéressant. Donc, si vous êtes d'accord pour venir justement évoquer au micro, c'est merci. Allez-y. C'est votre moment. Allez-y. Je vous en devrais 2. Oui, donc ma question c'était sur les avis d'inaptitude, enfin les avis d'aptitude avec réserve. Ça c'est pareil, c'est quelque chose sur lesquels il est important de travailler et d'être bien au clair avec les entreprises, puisque normalement un avis d'aptitude avec réserve, il y a toujours eu une communication. D'ailleurs, il y a une case qui est prévue sur les avis d'aptitude, échange avec l'employeur. Donc en général, quand on fait un avis d'aptitude avec réserve, l'employeur peut solliciter le médecin du travail en lui disant « Vous avez mis ça, pourquoi est-ce que vous avez mis cette remarque ? Essayez de venir voir. » Ou « Chez moi, ça se passe comme ça. C'est pas comme vous l'avez imaginé, le poste. C'est pas comme vous l'avez vu. » Donc du coup, c'est un formidable outil d'échange aussi avec l'employeur et toujours d'un échange pour essayer de préserver la santé du salarié sur son poste de travail. Ça, c'était une remarque. Du coup, j'ai oublié ma question. Oui, et ma question, c'était vos remontées, elles venaient de où pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait améliorer au niveau de la communication des services de santé au travail auprès des entreprises, puisqu'on est quand même très présent dans l'entreprise et avoir des remontées comme cela montre qu'on doit essayer d'améliorer cette communication. On a des journaux qu'on donne à nos adhérents sur lesquels on marque nos actions de prévention, on met des témoignages, on met des choses comme ça. Donc voilà, c'était la question. Il ne s'agit pas pour moi de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il s'agit de s'interroger pour savoir s'il y a des axes d'amélioration. C'est tout. Et aujourd'hui, effectivement, dans les axes d'amélioration, pour répondre à votre question, nous, on est un cabinet de 80 personnes. On doit suivre, j'ai pas le chiffre du nombre d'entreprises suivies, mais ça représente grosso modo 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça fait un paquet de sociétés, un paquet de salariés. Et il se passe pas une semaine sans qu'on ait une problématique d'avis d'aptitude avec réserve du type que je vous expliquais tout à l'heure. Vous expliquez que dire qu'un collaborateur peut pas porter plus de 500 grammes, quand il est employé logistique, c'est compliqué. Quand vous avez un prestataire de nettoyage industriel qui embauche 7 personnes pour faire le nettoyage des blocs opératoires et que du jour au lendemain, on a un avis d'aptitude avec réserve collectif pour les 7 collaboratrices dont on nous dit qu'elles ne peuvent pas travailler entre minuit et 4 heures du matin, c'est-à-dire le poste sur lequel on leur demande d'intervenir avant l'ouverture des postes, c'est même pas de l'inaptitude. Je veux dire, c'est pas un aménagement de poste. Et pour autant, effectivement, on a un avis de l'inspecteur du médecin du travail. Donc, moi, je ne vois pas ce qui se passe bien parce que je suis avocat. Je vois que ce qui se passe mal. Par définition.
Mais vous imaginez bien que c'est ce qu'on fait au quotidien. Voilà. Là, je répète pour tout le monde, il faut conseiller aux employeurs de contacter le médecin du travail pour avoir un échange avec lui. Vous imaginez bien que c'est ce qu'on fait au quotidien. Mais ces échanges, on les a pas. Parce que le médecin du travail, dans un certain nombre d'hypothèses, peut-être marginales, mais qui sont néanmoins extrêmement récurrentes, le médecin du travail a pris un avis pour des raisons qui lui sont propres, il n'y reviendra pas. Il n'est pas ouvert au dialogue avec l'employeur. Quand on a la procédure de reclassement après inaptitude et qu'on interroge le médecin du travail sur le point de savoir quelles sont les préconisations qui sont les siennes en termes de reclassement, moi, dans les dossiers que je suis pour mes clients, on a une fois sur deux une absence totale de réponse du médecin du travail, qui ignore totalement les questions qui lui sont posées alors qu'elles s'imposent à lui réglementairement et légalement. Donc on a, du point de vue de l'avocat et du point de vue de l'entreprise qui gère ces sujets-là, un certain nombre, je dirais, de poils à gratter, d'irritants, et qui correspondent au quotidien de l'entreprise. Moi, j'ai des entreprises qui ont, pour certaines d'entre elles, 10 à 15% de leur effectif, qui sont en aptitude avec réserve, inemployables à leur poste de travail. Je ne peux pas les reclasser, puisque par définition, je suis pas en inaptitude. L'aménagement de poste s'impose à moi, puisque j'ai aucun moyen de le contester, et j'ai des collaborateurs qui sont, dans une très large mesure, placardisés. C'est une réalité de terrain. C'est pas quelque chose qui est marginal, c'est des situations qu'on a toutes les semaines, pas tous les jours, hein, mais toutes les semaines pour chacun des professionnels de notre cabinet. Donc il y a des axes d'amélioration sur ces sujets-là qui sont liés à des problématiques managériales que vous avez évoquées tout à l'heure. Hein. Il faut aussi arriver à piloter ces populations-là. Et j'ai peut-être Oui. Enfin, alors, la question qui a été posée, c'était justement, donc je le répète pour la visio, hein. Donc, est-ce que justement, quand on a un avis d'aptitude avec réserve, est-ce que si l'employeur n'est pas d'accord, il peut poser justement, il peut renvoyer un courrier au médecin du travail, et le fait de renvoyer un courrier au médecin du travail équivaut à un avis d'inaptitude? Alors, évidemment, on conseille systématiquement à nos clients d'écrire et d'écrire encore quand on veut contester un avis d'aptitude avec réserve, mais là encore, on n'a aucun retour. Et l'avis d'aptitude avec réserve qui est rendu par le médecin du travail, sauf à le contester devant le conseil de prud'homme, ce qui va prendre plusieurs mois de procédure, ce qui va aboutir à la désignation d'un médecin expert, qui lui-même, dans la plupart des hypothèses, va confirmer l'avis d'aptitude initialement rendu, ça aboutit à des situations qui sont effectivement inextricables pour l'entreprise. Donc, sur le terrain, la réalité, et je comprends de vos propos que vous êtes un service de santé au travail presque exemplaire, dans la réalité, la situation est parfois un peu plus complexe. Parfois. Peut-être de manière marginale, mais parfois. Alors, pour rebondir justement sur ce que vous disiez concernant les avis d'inaptitude, etc., se pose aussi souvent une question, c'est celle justement de la distinction entre la manière dont on conçoit en fait l'inaptitude au poste et ce qui se passe côté assurance maladie et la vision du médecin conseil concernant les indemnités journalières. Et souvent, le médecin du travail se trouve dans une position qui est pas extrêmement agréable, où en fait on va avoir une personne où on a le médecin conseil qui indique « vous n'aurez plus droit aux indemnités journalières », sauf que la conception vis-à-vis justement des indemnités journalières est beaucoup plus large. C'est apte à tout emploi. Et donc effectivement, on n'a pas la même notion en matière de sécurité sociale et en matière de droit du travail. Ce qui fait que parfois, on sait très bien que cette personne ne sera pas apte concrètement justement à un poste. Donc le médecin du travail va devoir se positionner par rapport à ça, mais la personne arrive souvent devant le médecin du travail et dit « mais moi j'ai plus d'indemnité journalière. Moi le médecin conseil, il me coupe les indemnités journalières. » C'est pour ça que, en termes de réalité aussi, on a ces problématiques sur l'adéquation, je dirais, entre l'analyse qu'on a au niveau des IJ et l'analyse qu'on va avoir au niveau de l'inaptitude, avec des salariés qui se retrouvent donc inaptes à des postes, mais on a parfois, souvent donc des avis potentiellement d'inaptitude qui sont un petit peu complexes, alors que la personne ne pourra pas reprendre un emploi. Et donc là, les outils, et là je reviens à la réforme, les outils et les liens qu'il va y avoir, la coordination avec justement normalement l'assurance maladie, permettra de se dire non mais peut-être que ce salarié, en fait, il est pas apte aujourd'hui, mais peut-être que si on arrive à maintenir un petit peu les indemnités journalières pendant 3 mois, 4 mois, il sera apte à ce moment-là.
ou si on aménage davantage, justement, en fonction des pathologies, évidemment, c'est extrêmement variable, mais les outils seront là, en tout cas pour avoir davantage de coordination entre, justement, les médecins conseils et les médecins du travail qui se comprennent pas toujours, justement, avec des problématiques qui sont un petit peu différentes. C'est peut-être un élément supplémentaire sur, justement, ces fameux avis d'inaptitude subversifs. Est-ce qu'il y a des questions encore? Oui. Comme je me suis fait allumer par Mylène Grafto, je suis obligé de prendre le micro, je me sens un peu responsable. D'abord, je voudrais remercier Paul-Henri et Sophie de nous avoir invités ce soir. Je vais essayer de vous réconcilier, réconcilier le monde des avocats avec le monde des... Non, mais vous voyez qu'on est des gens très bien, très ouverts, très sympathiques, très souriants. Non, je voudrais remercier l'organisation parce que, effectivement, si je devais résumer quelques propos que vous avez échangés les uns et les autres, on est une profession très timide. C'est dans notre ADN. On a un gros déficit de communication. Et dès qu'on est invité, dès qu'on parle médecine du travail ou santé au travail, on est très heureux. En tout cas, moi, j'ai été très content de partager vos échanges. Alors, pour essayer de vous réconcilier, je voudrais simplement vous rappeler, et je vais vous faire un affront, que dans le Code du travail, la partie médecine du travail, c'est à peu près un tiers des pages du Code du travail. Un tiers, non, Paul-Henri, je parle sous ton contrôle. Oui, c'est ça. Voilà. Ça veut dire que nous faisons un métier très complexe et qu'on n'a pas forcément la même vision des choses entre le monde de l'avocat et le monde de la médecine du travail. Mais quelque part, vous devriez nous remercier parce qu'on vous amène des affaires. Voilà. Effectivement, ce sont des affaires qui sont souvent des casse-têtes, peut-être avec des conclusions médicales qui sont compliquées à expliquer, mais elles sont justifiées. Et si je devais résumer ou caricaturer juste à l'extrême, si j'additionne les chiffres de Martial de tout à l'heure, 338 000 conclusions médicales avec réserve et 94 000 inaptitudes. Je suis un très mauvais mathématicien, mais je crois que ça fait aux alentours de 400 000. Je suis sûr qu'en France, il n'y a pas 400 000 affaires qui sont traitées devant le tribunal pour des problèmes de médecine du travail. C'est plutôt rassurant. Il y a aussi la partie complètement émergée de l'iceberg, où on fait effectivement un travail en sous-marin et un travail conséquent. Moi, je voudrais simplement vous dire un mot sur la réforme. Alors, vous avez compris, on nous a un peu cité, on a un peu cité 7, donc effectivement, nous sommes sur 7 et on est dans le service de santé au travail de 7, mais il y a aussi d'autres services de santé au travail, notamment sur Montpellier, qui sont ici représentés. Donc voilà, je voulais simplement vous dire, pour vous donner le point de vue d'un service, le point de vue pratique d'un service de santé au travail, on a quand même une réforme qui est satisfaisante parce qu'elle nous ouvre un peu des perspectives nouvelles. On a eu quand même une grande trouille avec le rapport Lecoq, avec les préconisations du rapport Lecoq, qui quand même nous mettait une organisation très étatique, très pilotée par l'État, et on sait comment l'État pilote ces choses-là, c'est pas toujours de façon très efficiente. Et puis, on a eu quand même aussi un grand stress avec le système, vous le disiez Sophie, des cotisations qui était URSSAFé, et donc on perdait le nerf de la guerre, ce qui était quand même un peu compliqué quand sur le terrain il fallait réaliser les opérations. Donc de ce point de vue-là, la réforme que nous avons aujourd'hui est plutôt satisfaisante. Si j'ai bien compris, Paul-Henri, tu dois être l'oreille du gouvernement pour faire remonter une énième réforme de la santé au travail. Par pitié, si tu en fais remonter encore une nouvelle, qu'elle soit la définitive, parce qu'environ tous les 4 ans, tous les 5 ans, nous avons une réforme de la médecine du travail qu'il faut métaboliser, qu'il faut mettre en place. C'est très compliqué pour nous. Si on pouvait avoir une grande réforme globale, ça serait beaucoup plus simple. Et ce qui est intéressant dans cette réforme aussi, c'est que ça nous laisse quand même un espace de liberté, un espace de créativité. C'est la première fois qu'à travers le dispositif des prestations qui met en place un socle commun de prestations qui va être beaucoup plus lisible pour les entreprises du sol français, qui sera beaucoup plus lisible en termes de cotisation, on va avoir un espace de créativité avec une mise en concurrence sur certaines prestations complémentaires. C'est une très bonne chose, mais ça nous stresse aussi par ailleurs. Ça nous stresse tout simplement parce que on va être en concurrence interservice sans doute, mais aussi en concurrence avec le secteur marchand. C'est une culture nouvelle qu'il va falloir qu'on adopte. C'est pas toujours aussi simple. Voilà. Par contre, si je devais critiquer ou donner un bémol sur cette réforme, il me semble effectivement, et vous en avez discuté,
que un complément de réforme ou de précision sur l'inaptitude, ça me paraîtrait complètement nécessaire aujourd'hui. Voilà, qu'on puisse compléter si on doit compléter dans ce sens. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous m'avez vraiment réconcilié là. Je peux apporter un petit sujet sur la cotisation des services de santé au travail. Le texte dit qu'elle va être encadrée. Parce que là, c'est assez objectif, disparité d'offres de services, disparité de prix dans le territoire national. Dans un souci d'équité, de cohérence, de lisibilité, le législateur a entendu encadrer le prix. Et il est écrit qu'il déterminera le pourcentage, c'est-à-dire la fourchette dans laquelle devra s'inscrire la cotisation. Donc il va déterminer un pourcentage par rapport à la moyenne. C'est écrit comme cela. Un pourcentage par rapport à la moyenne. Alors on attend quand même avec impatience qui va calculer la moyenne, sur la base de quoi. Donc il faut vraiment avoir l'offre pour commencer à calculer une moyenne. Et avant de pouvoir calculer la moyenne, il faut que l'offre elle se mette en œuvre. En fait, c'est tout le modèle économique des services de santé au travail qui va être remis en cause par l'offre, selon ce que vous mettez dans le socle, c'est-à-dire la part mutualisée. Si je veux le résumer, il faudrait 3 comptabilités, désormais dans un service. La partie cotisation mutualisée, qui permet de couvrir l'ensemble socle de l'offre, effectivité du service rendu à toutes les entreprises adhérentes, etc. Vous avez l'offre spécifique, je l'ai dit, pour les indépendants et les employeurs, qui sont parfois déjà adhérents du service de santé au travail, non salariés. Et puis l'offre complémentaire, ouverte là, au libéral, à la concurrence. Donc ça, c'est quand même un enjeu de pérennité. Et puis, alors, on dit toujours, je disais tout à l'heure, le client, le fournisseur. C'est-à-dire que fondamentalement, quand même, l'entreprise qui se plaint du service de santé au travail, c'est son association, c'est elle. Quand elle attaque un service de santé au travail, elle s'attaque elle-même, elle est adhérente. Et quand il y a des enjeux financiers, et que le service doit payer quelque chose, c'est son argent, lui, adhérent, qui le finance. Donc, pour vous dire quand même que le service de santé au travail, c'est l'entreprise. Et donc, il y aura une responsabilité de mettre les moyens financiers adaptés aux objectifs. Alors après l'ouverture à la concurrence, on a attiré, vous savez, il y a une régulation du système qui s'appelle l'agrément géographique. Et c'est comme ça, beaucoup de services ont une exclusivité territoriale. Il y a une contrepartie à cette exclusivité, c'est que le service doit accepter toute entreprise qui demande à adhérer. Elle n'a pas le choix d'accepter ou de refuser, elle doit accepter. Ce qui fait que chaque entreprise française, chaque salarié a un médecin du travail. Ça, c'était le sens de l'agrément et la compétence géographique. Et on a attiré l'attention aussi des pouvoirs publics, puisque les partenaires sociaux ont dit l'entreprise devrait avoir une liberté de choix de son service de santé au travail. Mais concrètement, ça veut dire quoi, la liberté de choix de son service de santé au travail? C'est de permettre de pouvoir aussi proposer sur le territoire de Sète les services d'un autre service de santé au travail. Alors je vais vous le dire, j'ai fait une école de gestion et de commerce, moi c'est ma formation initiale. Je ne m'embête pas avec les territoires reculés. Je n'attaque que les villes, que les centres où il y a une densité d'entreprises, et je ne vais pas me compliquer la vie, surtout si je dois assurer les 4 missions en même temps, avec des médecins qui sont difficiles à trouver, dans le fin fond des Alpes, dans ma belle Saône-et-Loire, Charolles, vous connaissez Digoin, et en Corse, Anton Mattei, pardon, où je suis. Vous savez que j'ai un président en Corse, oui, président du service d'Ajaccio, donc il pourra commenter ça avec vous avec plaisir. Voilà. Et donc, cette dimension de compétence géographique est un enjeu de stabilité du système sur lequel on a attiré une attention. Parce que, alors, je dis, si vous dérégulez tout, alors là, il y a des entreprises qui vont être orphelines. Je vous le prédis. Vous pouvez maintenir un agrément géographique en disant le 7, il doit accepter toutes les adhésions de son territoire. Mais on permet quand même à d'autres d'entrer. Et je vous dis qu'il y aura des déstabilisations par rapport à ça. C'est-à-dire que là, les partenaires sociaux, et je pense notamment au patronat, et on en a parlé avec eux, ils ont une ambition libérale, c'est normal. Enfin, je veux dire, la liberté de choix, c'est intrinsèque. Ok,
mais vous voulez aussi la cohérence, la lisibilité et la mutualisation des coûts. Et vous encouragez la fusion des services. Alors quand on fusionne, on n'offre pas le choix, hein, on concentre. Donc toutes ces dimensions-là sont un des enjeux aussi de l'offre. Vous parlez aussi de toutes les entreprises n'ont pas la même chose. On parle d'équité plus que d'égalité, hein, puisqu'il faut s'adapter aux besoins spécifiques. Mais déjà l'enjeu d'équité, c'est-à-dire qu'à la même situation de pouvoir bénéficier du même service, ben ça c'est aussi le sujet de la compétence géographique est un point délicat. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on va clôturer les débats s'il n'y a pas d'autres questions. Je remercie à nouveau Martial et Grégory. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très éclairantes sur la réforme. On l'a bien compris, c'est un enjeu fondamental. En tout cas, à l'école de droit social, on va continuer à travailler sur ces sujets-là. On va mener un projet de recherche sur la place de la santé au travail dans l'organisation de l'entreprise. Et nous, peut-être nous collaborerons justement sur ce projet de recherche. Ça serait intéressant hein, d'arriver justement à avoir toujours cette double vision des services de l'entreprise et avec le volet conseil. Merci à tous d'avoir été présents et je vous souhaite une bonne soirée.